Ça ne sera pas possible célébrer les chapitres généraux et provinciaux en ligne. C'est ce que, je répète, c'est ce que j'ai pu comprendre, mais je vous encourage à visiter le site web du Dicaster, parce que effectivement, nous devons avoir quelque chose d'avantage dans quelques jours. Voilà, c'est pourquoi j'ai voulu revoir avec vous les critères et les valeurs qui sont à la base des principes affirmés fortement par le Dicaster. Donc je vais lire par le canon 631 que nous connaissons à cœur. C'est juste pour se rappeler du contenu. Donc voilà, je lis le chapitre général qui, dans l'Institut, détient l'autorité suprême selon les constitutions, doit être composé de telle sorte que, représentant l'Institut tout entier, il soit un vrai signe de son unité dans la charité. Il a surtout pour mission de protéger le patrimoine de l'Institut, dont il s'agit au Code canon 578, et de promouvoir sa rénovation et son adaptation selon ce patrimoine. D'élire le modérateur suprême, de traiter les affaires majeures, comme aussi d'édicter des règles auxquelles tous doivent obéir. Voilà, donc dans le paragraphe 2, nous avons des paroles clés, la composition, l'étendue du pouvoir, le droit propre qui va déterminer le règlement, particulièrement ce qui concerne les élections et l'ordre du jour des questions à traiter. Voilà. Alors, le premier problème que nous rencontrons quand nous commençons à réfléchir sur l'idée de mener un chapitre général en utilisant une plateforme numérique est entamé dans cet article. Donc, le premier problème, se trouve dans l'article 167, puisque le code, et je lis, une fois la convocation légitimement faite, le droit d'émettre un suffrage appartient aux personnes présentes au jour et au lieu fixés dans la convocation. Elle est exclue, la faculté d'émettre les suffrages par lettre ou par procureur est exclue, sauf s'il n'y a d'autres dispositions légitimes des statuts. Alors, disons qu'ici, nous avons une convocation qui prévoit les élections des délégués. Et il y avait parmi les questions
relative à la possibilité de mener des élections, du moins pour les délégués, en ligne. Je répète que cette modalité n'est pas encore prévue, du moins pour le moment. Parce que je suis convaincue que l'expérience du Covid et le fait d'avoir des plateformes qui garantissent la discrétion, voilà, le secret. Donc je crois qu'il y aura des évolutions dans le futur. Donc cette convocation donne la possibilité aux personnes de se réunir donc dans un jour et un endroit fixé, donc sous le même toit. Comme vous le voyez, donc la faculté de donner le vote par lettre ou par procureur est exclue, au moins que ça soit indiqué autrement dans les statuts. Donc en général, les élections des délégués peuvent se tenir par lettre en adoptant tous les systèmes que nous connaissons, toujours pour garantir le secret. Donc, pour ce qui est de l'ordre d'un chapitre provincial où on doit élire les délégués, ceci peut être fait par l'envoi d'une lettre durant les élections. Voilà. Un autre code canon qui nous aide à entrer dans le concept du contenu du chapitre général est le code canon 119 qui traite les actes collégiaux. Et là, on distingue les élections des autres affaires. Donc, ce qui est au-delà de cette distinction et qu'il est important de souligner, c'est que dans les deux cas, il est nécessaire que la présence de la majorité de ceux qui doivent être convoqués soit assurée. Donc la présence de la majorité. Quand on parle de majorité, chacun doit vérifier, selon sa propre constitution, ce qu'on entend par ceci. Parce que pour certains, on peut parler de majorité absolue. Quand on parle de la majorité, donc c'est-à-dire plus que la moitié des membres qui ont été élus comme délégués. Pour d'autres, il s'agit du 2/3. Pour d'autres encore, le 80%, donc un pourcentage indiqué. Chacun a ce critère dans sa propre constitution. Ça, c'est une possibilité. Donc, suivre le calcul simple de la majorité des membres qui peuvent être présents dans le lieu et la date fixée dans la convocation. Et donc, la composition doit assurer la présence de la majorité des membres qui ont le droit de voter. Et la question que je me pose et que je vous pose,
est la suivante. Est-ce que ceci nous suffit? Parce que nous pourrions procéder à la convocation du chapitre en faisant le calcul du nombre des personnes qui peuvent être présentes, mais avec ce calcul, il est nécessaire de comprendre quelle période l'Institut est en train de vivre. De quoi on a vraiment besoin? Quel type de chapitre? Nous avons déjà prévu comme nécessaire pour ce cheminement ce parcours de tutelle du charisme et de la rénovation. Donc, au-delà du calcul numérique, pour pouvoir dire, d'accord, nous pouvons mener le chapitre car la majorité prévue et inscrite peut être présente, il faut se demander aussi si cet élément suffit pour le faire. Et ici, j'ai indiqué au moins 2 autres critères. Les membres de droit de vote, nous le savons, doivent être d'un nombre inférieur à ceux qui sont élus selon les indications de la Constitution. Même ici, le degré d'infériorité, la proportion entre les membres de droit de vote et les membres élus est indiqué par la Constitution. Donc, ce calcul numérique doit tenir compte de cette proportion, de cette dimension. Et il y a aussi l'autre très important principe, celui de la représentation de tout l'Institut. Donc, c'est vraiment un point critique. Parce que dans un pays où on doit tenir le chapitre, donc la situation par rapport au Covid est sous contrôle, mais les membres élus ne peuvent pas arriver parce qu'ils se trouvent dans d'autres pays où la situation n'est pas assez bonne, elles seront exclues de cet événement. Donc, la question est comment garantir ces valeurs, sachant que le chapitre général est le signe de l'union, de la charité. Et c'est pour ça qu'il est logique qu'un événement de la sorte se construit non seulement quand on est assis sur les sièges autour d'une table dans une salle, mais qu'il se construit dans le partage, dans les corridors, durant la pause café, les pauses dans le jardin, la chapelle, tous les moments de prière. Je crois que... Donc, au-delà de la frustration, parce que je comprends que c'est une frustration, ne pas savoir comment faire, comment affronter ce dilemme, quand et comment célébrer le chapitre, ce sont des valeurs qui doivent être prises en considération dans notre discernement. Donc, nous avons dit que la tutelle du patrimoine et la promotion de la rénovation sont 2 autres missions du chapitre. Et ce sont des processus qui exigent de la réflexion, du discernement, du dialogue et qui se trouve souvent dans le document de travail que les instituts ont préparé avant le chapitre. Donc, l'idée que je vous lance est la suivante. Si un document de travail est déjà prêt ou bien en cours de préparation, je crois
qu'il serait bon utiliser, donc profiter de ces mois qui sont extraordinaires à cause de la pandémie par rapport à la date du chapitre. Donc, utilisons ces mois pour inviter tous les membres à un discernement et lancer une piste de réflexion anticipée. Donc, lancer les pistes de réflexion qui généralement commencent durant le chapitre. Donc, ces mois d'attente, ces mois de stand-by qui se sont créés peuvent être utilisés au mieux pour, lancer un processus de réflexion, de discernement, d'ultérieure conversation sur les thèmes qui sont indiqués dans le document de travail ou bien des thèmes qui émergent du temps présent. Parce que une réalité comme le Covid-19 nous a mené à laisser beaucoup de nos sécurités et d'entrer dans un territoire inconnu qui peut nous offrir d'autres pistes de réflexion. Donc, l'autre objectif du chapitre est celui d'élire la nouvelle autorité, la nouvelle gouvernance, la nouvelle direction. Donc, et ceci n'appartient pas seulement à la vie religieuse, mais aussi au code canon. Et ceci nous confirme qu'une dérogation de ces codes, implique nécessairement d'autres entités au sein de l'Église. Donc, la question est un peu plus compliquée. Dans ce code canon 172 qui parle de la validité du vote, je voudrais juste mettre en relief les deux adjectifs. Le vote doit être libre au point numéro 1 et dans le 2, il doit être secret, certain et sans condition et déterminé. Donc, comme vous le voyez, le premier souci du code est que le vote soit libre. Il est vrai qu'on parle beaucoup du secret, mais je vois que le secret est au service de la liberté du vote. Peut-être parce que dans la Constitution italienne, nous avons ces expressions. Je répète, le secret est au service de la liberté. Du coup, pour garantir la liberté maximale, pour exprimer ce que je pense, soit au niveau des élections, soit les élections de la nouvelle autorité, de la nouvelle direction, dans ce cas, ou les votes pour les autres matières. Donc, le secret est au service de la liberté. Pour ceci, donc, le problème de ces plateformes qui est soulevé parce que nous ne les connaissons pas, nous ne sommes pas familiers avec leur utilisation, est celui de se demander jusqu'à quel point les votes seront secrets.
Mais dans l'élection de la nouvelle autorité, il faut tenir compte de l'exigence d'avoir un espace sacré adéquat pour discerner les personnes justes. Donc, les personnes capables de porter en avant ce que l'Esprit Saint indique à l'Institut comme parcours pour le mandat suivant. Et le Code 626 définit les personnes qui, dans le Seigneur, sont reconnues comme personnes dignes. Voilà. Donc, sûrement, être présentes les unes pour les autres facilite la formation de cet espace sacré que nous savons être très important. Parfois, il y a d'autres interférences qui arrivent et ça fait beaucoup de mal au processus de discernement. Voilà, une autre affaire à discuter dans le chapitre, c'est la mise en place des règlements, qui doivent être obéis par tout le monde. Il y a aussi d'autres règlements qui doivent être introduits dans le répertoire. D'autres, il s'agit des décrets de chapitre suivants ou bien des décrets temporaires avec une certaine date d'expiration. Pardon. Il est important de se rappeler que ces décisions, les décisions du chapitre, deviennent des règlements pour tous les membres. Donc, on ne peut pas dire après « Ah, non ». Le chapitre était tenu en ligne, ceci n'était pas clair, etc., etc. Après, ce qui a été fait est fait. Donc, tous les membres doivent respecter les règlements et les décisions prises. Donc, c'est vraiment très important. Il y a beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas indifférent. Voilà. Nous allons nous arrêter un instant. J'ai choisi cette image pour dire que je ne sais pas ce que nous sommes en train de vivre, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, peut-être toutes les 4 saisons, quand nous réfléchissons sur l'impact du Covid. Mais nous allons nous arrêter un instant pour avoir quelques feedbacks, quelques commentaires sur cette partie qui traite des chapitres. Utilisons le chat, la fenêtre du chat pour offrir, partager quelques commentaires, quelques feedbacks. Merci Tiziane. Il y avait quelqu'un qui demandait davantage sur le concept de l'instrument de travail, peut-être parce que ça n'a pas été traduit. L'instrument de travail, c'est le document de travail, instrumentum laboris. Je ne sais pas comment le définir. C'est que c'est un document qui englobe tout le processus de réflexion, de discernement, où tous les membres ont été convoqués en préparation du chapitre. Je pense que tout le monde toutes les congrégations ont un document de travail. Et aussi les propositions présentées, tout ce matériel donc vient recueilli dans cet instrument, ce document de travail, et qui est envoyé à tous les membres capitulaires. C'est ce que je disais. N'attendre
Voilà, ne pas attendre de l'avoir en main pour l'étudier, le lire. Si vous avez les mois, profitez-en. Profitez-en. Vous pouvez décider, par exemple, justement, par rapport à la grandeur de l'Institut, vous pouvez décider de faire participer tous les membres, par exemple, ou bien seulement les membres capitulaires. Nous allons lire. Donc, quand on parle des supérieurs générales, qu'est-ce que nous entendons par ceci? Quand on parle de supérieur général, nous entendons tous les deux. Les codes canons, le code 631 traite du chapitre général, mais certaines parties sont aussi appliquées aux chapitres provinciaux. Pourtant, tout ce qui regarde le vote, donc les codes canons du premier livre, sont appliqués à toutes les personnes juridiques, donc aussi les chapitres provinciaux. Ensuite, une des déléguées nommée par les... Titiana, s'il te plaît, comme ça les traductrices peuvent traduire. Tu dois lire donc les questions dans les autres langues. Donc je vais lire celle-là en italien. Une des déléguées nominée par la supérieure générale avec le consensus du Conseil finit son mandat fin août. Elle est membre de droit au vote au chapitre général qui a été renvoyé. Alors, juillet prochain, doit-elle venir? C'est elle qui doit venir ou c'est la nouvelle déléguée? Donc, quand vous parlez de délégué, je suppose qu'il s'agit de délégation. Donc, le délai fin août. Et je suppose que la supérieure générale a l'intention de choisir une autre. Le chapitre général juillet prochain, donc c'est l'année prochaine. Donc je suppose que la convocation du chapitre n'a pas été encore faite, je suppose. Donc c'est la nouvelle déléguée qui se présente au chapitre. D'accord? Si tu veux, on peut donner la parole à la personne si la question n'est pas claire. Si pour toi, il n'y a pas de souci, je peux essayer de lire les questions en langue anglaise, comme ça tu réfléchis à la réponse et les traductrices peuvent traduire. Donc je passe dans la salle anglaise. Donc, si les provinces peuvent se retrouver ensemble ou bien recueillir les personnes ensemble dans le même lieu, est-ce que tu peux répéter, Patricia? Une autre question. La leadership est la responsabilité d'assurer la sécurité des membres pour qu'elle soit considérée pour déterminer quand et comment le chapitre général doit être convoqué, que les personnes doivent être convoquées au chapitre général. Dans le cas où les élections se font en utilisant la méthode du suffrage universel, que pourrions-nous faire avec les provinciales ou les délégués déjà élus? Quand on parle des supérieurs majeurs, on parle des supérieurs générales ou ceci inclut les supérieurs provinciales et leurs conseillères de même.
Donc, la dernière question en langue espagnole. Puis, on va laisser l'espace pour répondre aux questions. Pour ceux qui regardent la convocation et les votes des capitulaires, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que la convocation qui a été faite avant est valide ou bien il faut la refaire? Quels sont, dans des situations particulières de religieuses, quels sont les droits, donc ceux de la convocation déjà faite ou celle du chapitre prochain? Donc la dernière en espagnol, il y en a d'autres. Tiziana, il y a 2 autres questions. Est-ce que je peux les prendre et puis on conclut cette partie? Je ne vois pas par contre les questions. Il y a une de Silvia Marsili qui, en italien. Elle dit... Pour les supérieurs générales, les délégués généraux sont aussi convoqués. On va voir après. J'ai besoin de faire de la précision sur la terminologie. Donc le décret actuel s'applique aux chapitres généraux qui doivent être institués en août 2021 ou bien ils doivent être convoqués l'année prochaine si les circonstances changent. Donc, Patricia précise que la question n'est pas vraiment claire. Je vais voir si j'arrive à répondre. Parce que dans ce cas, nous pourrions donner la parole aux personnes pour s'expliquer davantage. Ok. Donc, dans le cas où les élections ont déjà été faites avec le suffrage universel, que pourrions faire avec les délégués ou les provinciales élus? Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent dire par qu'est-ce que nous pouvons faire. Le suffrage, dans tous les cas, ne peut pas être fait télématiquement. Nous avons vu que cette lettre que nous attendons du dicaster va donner les indications sur l'adoption des moyens télématiques. Parce que le dicaster n'est pas d'accord. Donc voilà, l'utilisation des sites web, des plateformes en ligne. Comment dire? Si un membre de l'Institut se plaint auprès du dicaster et n'accepte pas les élections qui ont été faites télématiquement, le dicaster peut reconnaître que les élections sont invalides. Donc il faut être attentif. Alors, on explique que les élections ont été faites par lettre, comme c'est indiqué dans leur constitution. De quelle élection on est en train de parler? Les élections des délégués, les élections provinciales. La provinciale est une élue
la provinciale est une supérieure majeure. Du coup, il faut suivre le même critère. Donc, sœur Susiraji. Non, pardon, ce n'est pas une sœur, c'est un frère. Désolé. C'est un frère. Est-ce que tu m'entends? Donc, je suis père, voilà. Je me trouve à Rome. Où je dois parler, dans la salle italienne ou anglaise. Donc, si tu es dans la salle anglaise, tu dois parler en anglais. Si tu es dans la salle italienne, tu dois parler en italien. Donc, ceci n'est pas un chapitre général, mais un chapitre provincial. Donc, notre Constitution donne la liberté de faire les élections par le biais du suffrage universel. Donc, nous avons déjà élu, nous avons déjà fait 3 chapitres et les supérieurs provinciaux sont confirmés durant la célébration, durant le chapitre. Mais nous ne pouvons pas les confirmer parce que nous ne pouvons pas célébrer maintenant le chapitre. Donc, si le chapitre va être célébré l'année prochaine, est-ce que nous devons attendre encore pour confirmer ces élections ou on doit mener de nouvelles élections? Donc, le Code canon 123 dit que si l'acte est accompli juridiquement, il est valide. Donc, les élections ont été faites. Donc, nous devons attendre 1 an. Alors, les élections ont été faites par lettre. Voilà. Donc, vous avez le permis, ce que précisait le Code canon. Donc, la votation est valide. Parce que moi, j'ai cru que ça a été en voie télématique. Donc, il me semble un peu étrange que le chapitre général doit confirmer une élection. Parce qu'en général, c'est suffisant, c'est le supérieur général qui l'annonce avec le consensus du conseil. Alors, pour parler, il faut que tu allumes ton micro. Pour ce qui a été déjà fait durant le chapitre provincial, maintenant, toutes les célébrations provinciales sont suspendues. Et la confirmation se fait durant les chapitres provinciaux. Donc, si nous ne faisons pas les chapitres provinciaux, nous ne pourrions pas confirmer les élections. Parce que la Constitution cite ceci. Donc, les provinciaux sont confirmés durant les célébrations des chapitres provinciaux. Donc, je ferai ceci. Très simplement, je passerai la parole au supérieur général qui au cas où il ne peut pas confirmer personnellement, doit écrire au dicaster. Le dicaster doit savoir qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes causés par le Covid. Parce que si on résout le tout, ils ne sauront pas combien de problèmes nous avons. Merci beaucoup. La question de Carole. Salut. Ils n'ont pas les microphones ouverts, donc il y a toujours un fond de bruit. Donc si tu veux lui parler, non, je voulais seulement la saluer parce que je la connais des États-Unis. Si la leadership a la responsabilité d'assurer la sécurité des membres, et ceci doit être pris en considération. Absolument si. Et c'est pourquoi
la situation, et c'est pourquoi la situation du renvoi du chapitre a été créée. C'est-à-dire, nous devons faire nous devons faire de notre mieux pour sauvegarder les valeurs et les principes du chapitre général. Mais il semble clair qu'à ce point, le renvoi pose une grande interrogation. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On continue à renvoyer. Ceci, nous ne pouvons pas le savoir. Et c'est pourquoi je dis, je ne sais pas si nous allons être obligés de se satisfaire de la présence de la majorité, parce que c'est vraiment un inconnu. C'est incroyable. Et il est clair, si nous serions obligés de faire ceci, l'un des principes sera de dire nous voulons que vous soyez toutes présentes, mais pour votre sécurité, ceci n'est pas possible. C'est clair que c'est un élément discriminatoire très fort. Entre autres, je peux même imaginer qu'il y aura des délégués qui peuvent prendre un vol, mais qu'elles disent « je ne suis pas d'accord, je ne voudrais pas le faire ». Donc, elles renoncent à la participation. C'est un autre élément très important. Et, entre autres, c'est un élément, c'est un facteur important que j'ai raté au début. Quand le dicaster nous donne l'OK pour confirmer le mandat des conseils, nous devrions tenir compte de la situation, par exemple d'une conseillère qui peut nous dire « je ne pourrais pas le faire, je démissionne ». Parce que vraiment, nous ne pouvons pas demander l'impossible à quelqu'un. Je répète, les démissions, nous ne devons pas les retenir comme improbables parce que nous voulons toutes faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Oui, mais on voudrait faire la volonté de Dieu, mais si on me demande l'impossible, je démissionne avec toute conscience. Et on verra ce qui arrivera. Donc je veux dire, préparons-nous parce que la santé personnelle est importante. Et elle peut nous cacher des surprises auxquelles il faut faire face. Tiziane, pardonne-moi, je me rends compte que les questions sont multiples, mais il y a deux questions que je trouve particulièrement importantes. La première, selon toi, est-ce que tu y es en faveur de renvoyer un chapitre général de cette année à l'année prochaine? Parce que la question est suivante, on peut le faire en octobre, novembre, ou il est plus sage de le renvoyer à l'année prochaine. La seconde question, si on le renvoie à l'année prochaine, comment doit-on agir par rapport aux personnes qui ont été élues comme membres? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller refaire les élections? Et si le mandat finit et tout ça? Alors, vraiment, la sphère de cristal est impossible. Ce que je sens personnellement, ce que je perçois, il n'est pas considéré prudent célébrer les chapitres avant la fin de l'année. Soit parce que dans cette partie de la planète, nous allons vers l'hiver. Du coup, on peut s'attendre à une deuxième vague. Soit parce que l'autre partie de la planète, comme le Brésil et les États-Unis, sont en pleine crise.
En Italie, après 4 mois, nous avons eu hier 28 morts seulement. Donc après 4 mois. Donc il est vraiment difficile de définir tout ceci. Mais janvier, février, mars, je répète, il faut le faire. Et je suis sûre qu'on arrive à dire, je crains qu'on arrivera à dire qu'on le fera avec la majorité. Je crains qu'on va arriver à ceci. Pour éviter de dépasser l'année, parce que c'est un autre point. La durée de 6 mois est déjà prévue dans les constitutions. Donc, je peux dire, OK, on attend 6 autres mois. Mais dépasser l'année devient problématique. Donc, tout ce qui a été fait peut être confirmé. Et voilà. Je répète, s'il y a les délégués qui sont déjà élus, elles seront les délégués. On ne recommence pas. Mais comme je disais, si une des déléguées élue, donc si l'une des déléguées désire démissionner, nous avons dans les listes les noms des membres suivants. Donc, si d'autres... Donc, prenons l'exemple d'une conseillère générale qui démissionne et une autre est désignée. Voilà. Donc, une nouvelle conseillère générale. C'est elle qui participe au chapitre suivant, en général. Au chapitre général. Ouais. La dernière chose, je ne sais pas si tu veux les revoir, mais je pense qu'il y a toujours la question, par exemple ici, si je dois mener des élections, des provinciales, des délégués aux chapitres généraux, et on ne peut pas se rencontrer physiquement, on peut le faire par lettre. Alors, pour les délégués au chapitre, oui, parce que c'est une praxis. Mais pour la provinciale, elle est normalement élue durant un chapitre général qui entre dans tous les canons. Donc si ceci n'est pas prévu dans la Constitution, comme par exemple chez le frère, voilà. Il y a toujours l'acte de confirmation, mais comme j'ai bien compris qu'ils font le suffrage universel par lettre. Donc, c'est déjà prévu dans la Constitution. Donc, si ce n'est pas dans la Constitution, on ne peut pas le faire. Au moins qu'on demande une dérogation du dicaster. Donc, il faut demander au supérieur général, à la supérieure générale, qui demandera au dicaster la dérogation de ce code. Donc, toute seule, on ne peut rien faire. Si les constitutions ne parlent pas précisément de ces pratiques, on ne peut pas le faire. Une autre chose encore, parce que c'est vraiment un thème clé. Le décret actuel s'applique pour les chapitres généraux qui doivent être menés avant la fin d'août 2021. On est en train de parler de tous les chapitres qui ont été influencés par l'émergence Covid, par l'urgence de Covid. Si par exemple les constitutions précisent
disent que les membres doivent être convoqués au chapitre un an à l'avant. Donc, ils doivent être convoqués pour juin de l'année prochaine, par exemple. Est-ce que je m'explique? Donc, c'est la convocation qui est maintenant en temps du Covid. C'est pourquoi, si on n'a pas les éléments pour envoyer, parce qu'on croit qu'on peut le faire juin prochain, alors il faut le faire. C'est ça la question? Donc, le décret traite de la possibilité de célébrer le chapitre maintenant pour le renvoyer. Mais si le chapitre est déjà prévu en 2021, il n'est pas influencé par l'urgence Covid. Une autre question que je suppose beaucoup se pose: est-il possible de diviser un chapitre général en deux parties, une pour les élections et une autre pour les autres affaires? Voilà. Même ici, est-ce que c'est précisé dans les constitutions? Parce que nous devons suivre ceci. La possibilité, en général, existe celle de diviser le chapitre en chapitres pour les élections et chapitres pour les autres matières. Mais ceci doit être bien explicité dans la Constitution. Si ça n'existe pas, aussi, dans ce cas, il faut le demander à la supérieure générale. Ce qui est important, il ne faut pas laisser le chapitre ouvert. Donc, on doit avoir la session des élections, on ouvre, puis on conclut. Puis la session des autres matières, on ouvre, on conclut. On ne peut pas laisser un chapitre ouvert. Sauf si par tradition propre à l'ordre, on le fait. Donc même ici, il faut prendre la permission du dicaster. Une autre question plus spécifique en italien. Nous avons seulement une région et toutes des délégations et non des provinces. Sor Tiziana disait que les mandats des supérieurs majeurs peuvent être renouvelés jusqu'au chapitre suivant. Est-ce que les délégués généraux peuvent être, ou bien responsables de circoncision, peuvent être considérés des supérieurs majeurs? Non. Les délégués ne sont pas des supérieurs majeurs et c'est du titre qu'on le comprend. Les supérieurs majeurs sont celles qui ont le pouvoir propre. Mais la supérieure déléguée, c'est la supérieure majeure qui lui donne une partie de la responsabilité. Donc voilà, la déléguée n'est pas une supérieure majeure. Il y a vraiment plusieurs questions, certaines se répètent, donc je vous prie vraiment d'écouter les réponses parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Il y a une question que tu traiteras peut-être après, et dans le cas où un conseil provincial doit voter pour l'admission ou le renouvellement de la profession, des vœux. Dis-moi jusqu'à quelle heure on va continuer, parce qu'il est déjà 15h30. Alors, celui des conseils, j'aimerais bien entamer le sujet. Alors, si tu es disponible, je propose de continuer. Si quelqu'un doit quitter la rencontre, vous êtes libre de le faire parce que vous pouvez revoir on va enregistrer la rencontre. Donc, on peut continuer jusqu'à 16h moins 10 et essayer de faire. Parce que vraiment, il y a des thématiques très importantes. Donc, je répète, si quelqu'un doit laisser, vous pouvez revoir
la rencontre sur le site web de la WISC. Voilà. Alors voilà, là on traite d'un autre point spinal qui touche la question que nous nous posons toutes. Serait-il possible de tenir les conseils généraux ou provinciaux quand une des conseillères ne peut pas être présente dans la même salle, mais elle peut exprimer son avis en ligne, en voie télématique. Alors, commençons par le code 127, qui dit... Oui, mettons quelques bases. Lorsque le droit prescrit que le supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l'avis d'un collège ou d'un groupe de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué selon le canon 166. Et c'est ce que nous avons vu avant avec le lieu et la date fixée. Et pour que l'acte soit valide, il faut que le supérieur obtienne le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents ou qu'il demande l'avis de tout. Même ici, l'acte est valide si, pour ceux qui regardent le consentement, la majorité absolue de ceux qui sont présents. La même chose était mentionnée dans l'autre canon. Combien doivent-ils ou elles être ceux ou celles présentes dans la même salle? La majorité absolue du nombre total des conseillers, sans la supérieure générale des conseillères. Donc la majorité absolue présente des conseillères donne le consentement. Donc la validité de l'avis est obtenue quand on demande l'opinion, l'avis de tout le monde, de tout le groupe. Mettons un autre pas en avant. Donc, si on demande le consentement, le vote exprimé par le supérieur. Donc, si le consentement est exigé, l'acte est invalide quand le supérieur ne demande pas le consentement de ces personnes ou qu'il s'agit à l'encontre du vote de celle-ci ou de l'une d'elles. Si la consultation est exigée, l'acte est invalide si le supérieur n'entend pas ces personnes, bien qu'il n'ait aucune obligation de se rallier à leur avis, même concordant. Le supérieur ne s'en écartera pas sans une raison prévalente dont l'appréciation lui appartient, surtout si ses avis sont concordants. Voilà. Donc l'acte est invalide si le supérieur n'entend pas ces personnes. Si, donc même s'il les entend et ils sont concordants.
Donc, c'est toujours le paragraphe 2 du Code canon 127. Donc, voilà, ils peuvent exprimer un vote consultatif. Mais le canon dit, s'ils s'expriment tous de la même manière, le supérieur, pour décider une chose contraire, parce qu'elle peut le faire, parce que son rôle, son devoir est d'écouter. Le code canon dit, par contre, qu'elle doit avoir une raison valide pour le faire. Donc, nous nous trouvons devant le vote consultatif. Nous avons vu que quand il s'agit de vote, il y a toujours la mise en relief de la liberté du vote. Et pour que le vote soit libre, il doit être secret. Et c'est aussi un paragraphe très beau, spécifique aux conseillères. Si elles doivent donner le vote consultatif ou déterminatif, donc elles sont tenues par l'obligation d'exprimer sincèrement leurs sentiments et si la gravité des affaires le demande, d'observer soigneusement le secret, obligation que le supérieur peut exiger. Donc c'est l'article 3 sur le code canon, dans le code canon 127. Donc je m'arrête sur l'importance d'exprimer sincèrement le propre avis. Nous savons très bien que pour certaines cultures, il n'y a pas de souci à exprimer sincèrement l'opinion personnelle. C'est vraiment un droit. Je suis une femme adulte, avec ma tête, mon mode de pensée. J'ai accepté d'être conseillère. J'ai accueilli ce mandat, donc de me comporter d'une certaine manière, avec intégrité, honnêteté, avec la prière et le discernement. Donc, je n'ai pas de problème à exprimer mon avis avec grande liberté. Mais il y a une autre partie du monde où ceci n'est pas vrai, que cette liberté n'est pas vécue. Et il y a plusieurs raisons pour ceci. Même le vœu d'obéissance, interprété d'une certaine manière, travaille en quelque sens contrairement à cet article qui le reconnaît comme obligation. On parle ici de l'obéissance à Dieu, à la congrégation, à la vie, à la conscience et non à l'obéissance. Donc voilà. Et non l'obéissance à une supérieure générale qui fait comprendre comment tu dois voter. Excusez ma franchise, mais on parle beaucoup de ces cas. Donc, vous comprenez que le secret du vote est vraiment au service de la liberté. Ces discours ne sont pas appliqués dans d'autres parties du monde qui peuvent être comme ça depuis des siècles, qui fonctionnent de cette manière. Donc pour ceci, nous avons cette question très importante à poser au dicaster. La question suivante. Dans le temps du Covid, nous sommes emprisonnés, bloqués.
parce que nous n'arrivons pas à porter en avant les engagements des instituts, parce que nous ne pouvons pas voter en voie télématique. Toujours les voix que j'ai entendues. Donc, je ne sais pas si ça va être confirmé. Donc, il semble qu'il pourrait demander la permission au dicaster pour adopter les voix télématiques durant et pour les réunions du conseil, donc d'adopter les plateformes sécurisées et de faire les élections et les votes voulus dans les congrégations. J'avais proposé quelques plateformes en regroupant un peu ces plateformes qui peuvent être utiles. Le concept de cette diapositive est que nous devons commencer à se mobiliser pour choisir les plateformes qui peuvent garantir le secret. Parce que comme Patricia me dit, effectivement, un bon technicien, un bon informaticien peut pirater ces plateformes. Donc je pense pas qu'entre nous, il y a ce problème. Mais nous devons nous poser les questions et choisir minutieusement les plateformes qui peuvent garantir cette sécurité. Et je répète, si cette lettre sera publiée comme j'ai entendu dire, alors on pourra faire cette demande au dicaster. Donc, entre-temps, il est nécessaire de commencer la formation des membres dans cette matière pour se préparer aux nouvelles méthodologies qui seront peut-être adoptées. Je crois qu'au niveau culturel, nous avons besoin de faire un pas en avant et de pouvoir compter vraiment sur la maturité du conseil pour faire le discernement, pour faire des discernements plus simples et transparents. Et j'ai mis ici l'admission de nouveaux membres, quelles sont les obligations, les novices en temps du Covid. Voilà, j'ai mis tous ces points. Pour tout ce qui traite du sujet des novices, je vous invite à examiner de nouveau les suggestions que la UISG, l'Union internationale des supérieurs générales, avait envoyées au supérieur général avec de bonnes considérations. Moi, je n'ai pas le temps maintenant d'en parler, mais c'est un bon document. Donc, je répète que la UISG avait envoyé au supérieur ce document, donc il suffit de le demander de nouveau. Donc, le concept fondamental est que, d'une part, les novices ne sont pas des membres, donc, selon un code précédent, on les renvoie à la maison et c'est bon, il n'y a pas de problème. Comme il s'est passé en Italie, les séminaristes ont été renvoyés chez eux, dans leur famille. Ici, on parle d'une situation, d'un scénario international. Il faut voir si on parle de personnes qui doivent prendre des vols internationaux pour rentrer chez eux, pour rentrer dans leur propre pays. Il y a là actuellement des conditions, donc ceci n'est pas évident. Il faut les renvoyer, mais il faut parfois continuer une formation noviciat s'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc il faut vraiment pondérer dans les choix. Ceci n'a aucun rapport avec les élections. Comme ces deux questions.
comment, voilà, après l'approbation, prolonger les vœux d'un an, il faut vraiment se rappeler que si, par exemple, on est dans la durée des 9 ans, prolonger un an ne sera pas possible. Mais il faut aussi comprendre, quand on parle ici des vœux perpétuels, qui sont des vœux publics, c'est-à-dire il faut être célébré devant une grande masse. Non, 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 ce n'est pas le cas. L'autorité compétente suffit. Elle peut elle-même déléguer. Donc, les vœux peuvent être célébrés. On peut renouveler les vœux. Voilà. Donc, les personnes présentes peuvent être des témoins et c'est suffisant. Donc, l'extension de la durée de 9 ans, je pense qu'il serait bon demander à propos de ceci au dicaster. Il faut aussi faire attention à la situation de la personne. Si le membre est arrivé à 9 ans, pourquoi elle veut encore plus de temps et vérifier si elle ne trouve pas dans le Covid comme une motivation ultérieure, un échappatoire pour envoyer la profession permanente. Puis il y avait aussi la question sur la démission d'une sœur, le Code canon 629. C'est le seul cas de vote collégial, donc la procédure est susceptible de recours. Donc avec cette lettre qu'on espère va être publiée, il faut demander et on peut avoir la permission. Donc, sans la permission accordée, la procédure est susceptible au recours. Si une religieuse qui démissionne, n'a pas été, si elle n'a pas démissionné selon le code canon. Donc, dans un cas particulier où une religieuse qui démissionne refuse de s'éloigner de la communauté, de rentrer dans son propre pays, ici de même, nous savons que dans le cas de démission, il y a toujours le Code canon 702, paragraphe 2, qui prévoit l'équité et la charité évangélique à l'égard du membre qui est séparé. Si à cause de la pandémie, elle ne peut pas rentrer dans son pays, mais si la communauté n'a plus la possibilité, l'énergie, l'espace de la tenir, il faut que la communauté lui assure un logement temporaire quelque part en attente de son retour. Il faut prêter de l'attention au bien-être de la personne et de la communauté, parce que nous savons que dans certains cas, il est impossible de continuer d'une certaine manière. Un autre aspect, nous allons continuer juste un peu, c'est la donation du patrimoine personnel aux personnes qui sont en difficulté à cause du Covid. Les aspects canoniques, là nous sommes dans l'article 668 avec la possibilité de maintenir la propriété et ensuite la personne signe et qu'elle obtienne la permission de la supérieure générale, mais personne ne peut l'empêcher de destiner son propre patrimoine en faveur d'une cause comme celle-là. Et puis j'ai mis la photo du pot pour dire courage, allons en avant, nous devons traverser. Voilà, la mer est vaste. Je crois vraiment que c'est une période qui nous aide à se poser des questions, trouver de nouvelles voies.
Merci Sœur Tiziana de tout cœur. Grand merci. Merci à tout le monde. Je peux dire que nous puissions arriver jusqu'à 16 heures. Je vous prie de ne plus écrire d'autres questions parce que nous sommes pas capables de répondre. Bien entendu, Sœur Tiziana, il y avait une religieuse qui disait qu'il y avait des questions qui n'ont pas été répondues, que nous avons envoyé des questions qui n'ont pas été traitées. Ceci est normal parce que nous avons fait une sélection, nous avons reçu presque 300 questions. Donc il est logique choisir celles qui sont plus pertinentes. Et nous avons porté les réponses sur les questions spécifiques en temps de Covid. Mais nous allons relire les questions et si nous réalisons qu'il y aura la nécessité d'organiser une autre rencontre, je vais parler avec le conseil de la UISC et nous allons essayer de répondre. Donc, n'ayez pas de soucis. Je vais proposer quelques questions. La supérieure générale est morte novembre dernier, est décédée novembre dernier. Pourrions-nous programmer le chapitre général dans un an ? Si la réponse est positive, est-il nécessaire de procéder à de nouvelles délégations ? Au début, il n'est pas possible de penser que l'Institut soit sans supérieur général pour un an. Je pense que la Constitution parle de la vicaire, mais les constitutions donnent un délai. Donc il faut voir ce que disent les constitutions dans le cas de décès, de maladie, etc. Et voilà. Donc après avoir calculé et avoir lu tout ce que la Constitution exprime à ce propos, il faut demander la permission au dicaster. Il est vrai qu'on parle maintenant que le décret d'avril 2020 traite, mais vaut mieux toujours demander au dicaster pour travailler avec sérénité et tranquillité dans la préparation de chapitre suivant. La question des délégations, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Peut-être elle veut parler des délégués. Procéder aux élections des délégués. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Sœur Bernadette. Je ne la vois pas. Voilà. Voilà, c'est Sœur Bernadette qui pose la question elle-même. La supérieure est décédée novembre. Selon le droit canon, elles peuvent relire une supérieure générale, mais elles ne savent pas si elles peuvent faire leur chapitre avant le mois de novembre. Elles pensent pouvoir faire le chapitre printemps 2021. Est-ce que c'est possible ? Et deuxièmement, faudra-t-il relire des délégués après un an suivant au décès ou non? Je pense que les traductrices ont traduit dans toutes les langues sauf l'italien. Donc, elle est morte en novembre. Voilà, on explique, on répète la question en langue italienne. Donc, elle se demande si elles doivent réélire. Voilà. Je réponds en italien. Je disais qu'il serait mieux écrire au dicaster pour parler de cette situation, que vous n'êtes pas capable d'organiser le chapitre général, sinon en printemps 2021, et que la vicaire continue à être à porter en avant.
l'institut. Donc, mieux écrire pour s'assurer. Donc, le chapitre devait être célébré quand? Les délégués sont déjà élus. Elle est morte en novembre. Alors, en mois de mai 2021, ça c'est le chapitre suivant. Donc, les délégués ont été nommés déjà. Le chapitre devait avoir lieu au mois de mai ou septembre, mais elle pense qu'elle ne puisse pas le faire. Donc, les délégués restent les mêmes, celles qui ont été déjà élues. Tiziana, je te donne 2 autres questions, puis on finit et je promets qu'on organisera un autre moment. On verra bien. Toutes ces questions peuvent être retenues quelque part. Oui, sans faute. On demande pour les religieuses en formation, est-il possible admettre des sœurs dans la formation en prenant en ligne? C'est ce que je disais. Cette fameuse lettre qui doit être publiée dans quelques jours, je crois qu'elle indiquera aux instituts la possibilité de demander la permission durant la pandémie pour tenir les conseils réguliers en ligne sur des plateformes et procéder aux élections nécessaires. Donc à ce point, on peut bien admettre, mais je répète, on a besoin du consentement du dicaster. Les 2 dernières questions rapidement. Si le conseil provincial doit voter l'admission ou le renouvellement des vœux et elles ne peuvent pas se retrouver physiquement et elles n'ont pas reçu de réponse de la part du dicaster, est-ce qu'elles peuvent est-ce que les substitués doivent être peuvent être convoqués pour voter, même s'il n'y a pas de quorum dans le Conseil général? Qui sont les substituts? Les personnes? La question n'est pas très claire, vraiment. Elle a été écrite 2 fois, mais elle n'est pas claire. Donc, Peter, si tu es toujours avec nous, et si tu peux poser la question directement, mais... Peter, on ne le voit pas. Est-ce que tu es toujours parmi nous? Non. Donc la dernière. Si nous faisons les élections de la supérieure générale 1 an après, donc la première, la supérieure générale a effectué un mandat de 7 ans. La suivante aura 5 ou 6 ans. Non, 6 ans. Ceci nous fait comprendre combien c'est compliqué. C'est la précédente qui est la pauvre qui sert 1 an de plus. Voilà, c'est le mandat qui attend chaque supérieur. Je dirais qu'il est temps de conclure, mais en lisant vos questions, je dis vraiment qu'à notre moment, qu'en penses-tu, Tiziana, à notre moment est vraiment nécessaire. Je vais parler à la UISC pour choisir une autre rencontre, peut-être en juillet, pour pouvoir vraiment répondre à d'autres questions qui ont été déjà envoyées, mais d'autres qui sont dans le chat. Et voilà, prendre le temps de répondre. Nous comprenons et nous garantissons que la UISC est au service de tout le monde. Je suis aussi ravie d'avoir des hommes parmi nous. Nous allons inviter aussi peut-être l'Union internationale des supérieurs généraux. Grand merci, Sœur Tiziana, pour le temps que tu nous as accordé. Un applaudissement télématique, numérique. J'ouvre le micro parce que c'est le moment le plus beau quand tout le monde peut se saluer, remercier. Donc, grand merci à tout le monde pour la patience, pour nos traductrices.
C'était vraiment spécial. Je remercie beaucoup Daniela et Rosalia. Nous allons aussi travailler sur la version française comme nous l'avons promis. Dans ces quelques jours, l'enregistrement va être disponible sur notre site web WISC. Grand merci. Je regrette, sœur Bernadette, pour la langue française, pour l'absence de la langue, mais nous allons travailler pour vous. Donc, courage à tout le monde. Et je vous invite à attendre donc la lettre. Au revoir. Au revoir. Merci, sœur Tiziana. Merci à vous toutes.